Bonjour à tous et tout d'abord, bonne année à tous, ça c'est très important. Allez, elle a donné de la voix là. Bonne année. Bonne année. Bonne année 2013 sur la cellule avec aujourd'hui Pika Toulou. Pika, ça va la pêche. Salut tout le monde. Alors, t'essayes qu'on arrête de t'appeler Pika Toulou, c'est ça? Il faut t'appeler Thomas Munier. Voilà, si Voilà. vous pouvez, si vous voulez. Voilà, dire que t'es le boss du blog qui s'appelle Outsider, qui est un blog en fait qui parle de création, de créativité autour de projets indépendants ou pas, des auteurs. C'est ça. Alors bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. On va surtout parler de Milvaux et d'Influenza pour ce podcast Garage. Et nous sommes avec Emmanuel également. Bonjour à tous. Emmanuel, ça va la pêche en cette nouvelle année? Les fêtes n'ont pas été trop difficiles? Ça va, je tiens le choc. Et nous sommes également avec les auteurs de Théocalie, Simon et Colline. Simon, ça va? Bonjour à tous, ça va bien, ouais, très bien. Et Colline. Bonjour. Alors, j'espère qu'on va vous entendre un petit peu dans le podcast de la cellule, au moins ce mois-ci et le mois suivant, hein, les deux auteurs. Pas de problème. Vous allez représenter le côté auteur de la force dans ce podcast un peu étrange, parce que Pika est venu avec en fait un espèce de podcast hybride, moitié garage, moitié one shot, on sait pas. Alors Pika, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Alors en effet, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un playtest. D'accord. Alors ceux qui suivent un petit peu la cellule savent que je suis l'auteur de Milvaux, qui est un univers horrifique forestier pour le jeu de rôle Sombre. D'accord. Ouais. Un jeu de rôle satellite du système Sombre. En fait, c'est un supplément pour le jeu de rôle Sombre. Mais j'ai toujours eu plusieurs façons de jouer à Milvaux. Donc j'ai eu quand je joue à Milvaux en mode horrifique, en mode survival, je joue avec le système de Sombre qui est vraiment parfait pour ça. Et on va dire que c'est quand même le moteur principal de 80% des parties de Milvaux. Yes. Mais je joue aussi dans cet univers de façon héroïque. D'accord. Et donc jusqu'à présent, j'avais un système qui était basé sur le basic system hyper méga patché. Ça ressemblait plus à Anima Beyond Fantasy qu'autre chose. Pour faire de l'héroïsme. Et donc là, aujourd'hui, j'ai conçu un tout nouveau système qui s'appelle Influenza, donc qui permet de jouer des héros, des salauds et des martyrs dans l'enfer forestier de Milvaux. Yes. Donc ce qu'on va vous proposer là, c'est de playtester le jeu. Alors je tiens à préciser que le jeu est vraiment tout frais, puisque en fait c'est le 3e playtest. Donc on est vraiment en slip. Ouais. Sur la banquise. Et donc c'est pour ça en fait, c'est pas vraiment un one shot parce que le jeu est pas encore publié, pas encore diffusé, etc. C'est vraiment les prémices. Là. On va faire un playtest dans le garage pour voir justement comment toi tu as soutenu les intentions que tu désirais Exactement. soutenir. Donc là, ce que je vais vous présenter d'abord les intentions du jeu. Je les ai listées. Yes. Et ensuite, je vais vous expliquer comment on va organiser le playtest. On va se baser sur un protocole qui a été présenté par Frédéric Saintès, l'auteur de Prosopopée. Yes. Et puis ensuite, on va jouer. Ok, alors, tu nous présentes... Alors, les intentions du jeu. Donc, très rapidement, l'univers de Milvaux, c'est un univers post-apocalyptique forestier. Ça se passe sur les ruines de l'Europe, dans un futur indéterminé. Et il n'y a plus de civilisation, grosso modo. C'est mélange entre médiéval fantastique et post-apocalyptique. Moi, j'aime bien dire qu'au niveau du décor, ça ressemble un peu à Pripyat, la ville abandonnée à côté de... Ouais, mais Tchernobyl, il y a ce décor-là, mais en fait, il y en a plein. Il y a plein de décors possibles. Parce qu'on joue dans toute l'Europe, y compris le pourtour méditerranéen, donc du Maroc à Israël. Quoi. D'accord. Ah ouais, d'accord. Alors, les intentions du jeu. L'intention première, à la limite, si je devais en enlever, je garderais que celle-ci. On joue des héros, des salauds et des martyrs dans l'enfer forestier de Milvaux. Ça, c'est le plus important. Le deuxième point, c'est héroïsme et sacrifice. En fait, on parle de héros qui sont prêts à perdre beaucoup pour accomplir leur destinée. En fait, la question du jeu, c'est qu'est-ce que tu es prêt à lâcher pour gagner, quoi. Le troisième point, c'est on fait de l'horreur épique. C'est-à-dire qu'il y a de l'horreur qui est plus en décor ou en insert que quand on joue à sombre, où là, l'horreur, elle est permanente. Là, c'est plutôt une horreur qui va vraiment sous-tendre la geste de ces héros qu'on incarne. Alors, sinon... je voulais que ce soit un jeu centré sur le personnage.
En fait, on s'intéresse qu'aux conflits qui impliquent intimement et totalement les personnages. Grosso modo, les personnages génèrent les conflits et les conflits transforment les personnages. Je voulais aussi que ce soit un jeu narrativiste. Enfin, c'est pas un jeu narrativiste, c'est un jeu qui encourage la proposition créative narrativiste. C'est-à-dire qu'on va encourager les joueurs à créer une histoire forte, une histoire de héros, de salauds et de martyrs dans l'enfer forestier de Milvaux. Yes. Alors, pour poursuivre, il y a encore 2-3 intentions. Alors vraiment, là, plus j'avance dans les intentions, en plus c'est des intentions annexes. Il y en a peut-être qui seront abandonnées au cours du développement du jeu. On ne sait jamais. Je voulais qu'on puisse faire des fictions intéressantes, que ce soit en one-shot ou que ce soit en campagne. C'est-à-dire qu'il fallait qu'en campagne, il y ait des mécanismes qui permettent en fait de booster les campagnes, mais qu'en one-shot, ça se tienne quand même. Et pour finir, je voulais que ce soit un jeu simple. Il faut que les mécanismes de base puissent être expliqués en quelques minutes. Après, il y a pas mal de règles annexes, règles avancées. Là, on va jouer avec les mécanismes de base. C'est cool. Et puis pour terminer, et là je frémis un petit peu parce que je viens d'écouter le podcast de Prosopopée et Romaric nous a dit qu'il n'aimait pas trop ça. On va faire de la narration partagée. C'est-à-dire que la base du jeu, on peut rajouter un MJ normalement, mais la base du jeu... Tremble, Pika. La base du jeu est sans MJ. Impitoyable. J'en attendais pas moins de toi. Alors justement, à ce propos, avant de passer à la suite, j'aurais besoin de... C'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel on va se faire chier à chaque fois, on va interrompre la partie et puis on va réfléchir à ce qu'on va faire après, c'est ça? Ouais, il y a des chances. Ah putain. Chiant. Non mais je Ça y m'en est, fous. on a déjà perdu Romaric. Le but du garage, c'est pas de faire ce que Romaric il aime. Ouais, Hein, exactement. le but du garage, bien sûr, c'est de t'aider à faire ce que toi t'as envie de Tout faire. à Et donc, fait. On là, va c'est y très clair. revenir. tu tout à nous fait, ouais. poses tes intentions Ouais, et ouais, nous ouais. on va t'aider à. Bah alors, j'ai envie de tester les deux parce que là, on est vraiment dans les intentions un peu annexes. Peut-être que je me rendrai compte qu'on peut pas faire la narration partagée, ou peut-être qu'au contraire, je me rendrai compte qu'il faut absolument dégager le MJ. Et donc, le jeu se passe en tours, et ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fera le premier tour avec un MJ. Et Ah, tu le vas faire les MJ, deux. voilà, je ferai le MJ le On premier est tour. vraiment dans le garage là. Et en fait, par la suite, les tours suivants, le MJ disparaîtra. Yes, ok, très bien. Alors, comment on organise ce playtest? Alors là, je vais tester un protocole qui a été proposé par Frédéric Sintès sur son blog Limbic Systems. Ouais. Alors, il demande aux meneurs, aux auteurs qui ont un jeu à tester, d'abord d'évaluer l'état de développement de leur jeu. Alors moi, j'estimais que je suis en phase 2 sur 4, c'est-à-dire que le jeu tient debout. Comment je l'évalue? Tout simplement parce que j'ai déjà fait 2 playtests qui étaient des parties entières, et que ça s'est passé, quoi. On a produit une fiction, on a pu aller jusqu'au bout. Alors, à ce stade-là, en fait, c'est-à-dire que le jeu, quand même, reste fragile, quoi. On a pu faire des parties, après, je sais pas si les parties étaient bonnes. Ouais. Il faut que vous, les joueurs, vous alliez dans le sens du jeu. C'est-à-dire que vous jouez vraiment des héros, des salauds et des martyrs. Peut-être que vous allez trouver que les mécanismes ne vous permettent pas de le faire, mais il va quand même falloir que vous y mettiez du vôtre. Vous n'êtes pas là, en fait... vous n'êtes pas là pour essayer de pousser les murs, pour essayer de faire dérailler le jeu, quoi. Si j'étais plus avancé, effectivement, je vous dirais, allez-y. Les joueurs doivent être tester bien les failles. intentionnés entre Voilà, guillemets. exactement. Il faut que vous soyez bien intentionné. De quoi qu'est-ce que tu dis? On n'est pas chiant, t'en fais pas. Super. Simon. Alors, hop. Je tiens à dire qu'Emmanuel aussi, elle aime pas qu'on interrompe la partie en. Super. Donc, Non, tu vois, mais t'as c'est bien, deux, c'est bien, c'est bien. deux personnes. Et alors, il y a un truc qui est important que souligne Frédéric, je suis à 100% d'accord là-dessus. Putain. C'est que on n'interrompra pas la partie pour écouter vos critiques. En fait, pas si de vous game avez, design si, pour voilà, la si partie. vous avez, voilà, exactement. Si vous avez des critiques, vous les notez et puis on les dit après. En fait, pendant le podcast. Ouais. Donc, on casse pas l'immersion avec des critiques sur la partie. Alors peut-être que du coup, on va se lancer dans une partie complètement dysfonctionnelle, mais tant pis, on verra ça après. Et donc, pour finir, quand on fera le rendu. Donc vous aurez sans doute des remarques à me faire. Il faudra que vous distinguiez les remarques factuelles. Par exemple, j'ai trouvé que Pika, en tant que MJ, il parlait beaucoup. Il a peut-être parlé sur 2 heures de jeu, il a parlé 3/4 d'heure. Bon, ça c'est un peu factuel. Et il y aura des choses qui sont du ressenti. Par exemple, la narration partagée, j'ai pas accroché. Ouais. Ça c'est du ressenti, quoi. Voilà. Écoutez, si vous êtes d'accord, on va faire chauffer les dés. L'idée de ce truc-là, c'est de t'aider toi. Et pas de nous aider, nous, à obtenir le jeu
qu'on aime. C'est d'aider Pika à obtenir le jeu que faut lui, que vous alliez dans le il veut sens du faire. jeu, ouais. Ça, c'est très difficile. Vous allez voir, quand on va faire les retours, c'est très très difficile de distinguer ce qu'on dit parce qu'on a envie que le jeu aille dans une direction et ce qu'on dit parce qu'on a envie d'aider l'auteur. D'ailleurs, c'est assez délicat. Moi, j'y arrive pas. Je vais être un très mauvais élève, tu vois. Super, j'adore les mauvais élèves. Allez, c'est parti. On joue du coup et puis on reprend les micros après. Ça roule. Ah, c'est parti. Bon, voilà, fin de partie. Fly nous a rejoint. T'as joué la partie, Flavie. Oui, c'est vrai. Souhaite la bonne année à nos auditeurs. Bonne année. Voilà. Alors, on va faire un premier tour de table. À moins que tu aies quelque chose. Tu veux revenir sur quelque chose, Thomas ? Alors donc, je vais juste revenir donc sur le protocole de Frédéric Sintès sur les tests. Donc justement sur le retour. Donc pendant le jeu, les joueurs n'ont pas fait de critique du système. Et je pense sont allés dans l'intérêt du jeu. Hein. Clairement, vous avez été beaux joueurs. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, on fait un tour de table, vous donnez votre ressenti. Et il faut essayer de faire la part des choses entre ce qui est factuel, par exemple, en moyenne, on lançait tant de dés, ou voilà, des choses assez factuelles, assez mécanistes, et ce qui est plus du ressenti. Par exemple, je suis à peu près sûr que vous aurez des choses à dire sur la narration partagée. Donc voilà, il faut prendre quelques petites précautions oratoires pour que les auditeurs fassent bien la distinction. Alors, concernant mes réactions en tant qu'auteur, alors voilà ce que Frédéric, en fait, il invite les auteurs à ne pas répondre directement aux critiques, hein, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs. D'accord. Alors s'il y a des choses positives, dites-les quand même, parce que mon ego souffre. C'était trop bien. Alors en théorie, si je suis les conseils de Frédéric, vous émettez vos critiques, je les note et je suis pas censé y répondre en fait. C'est-à-dire que après, c'est à moi en tant qu'auteur de voir si vos critiques sont recevables. C'est-à-dire si vous me dites de changer quelque chose, mais que ça contredit la vision que j'ai pour le jeu, je prendrais peut-être la décision de ne pas tenir compte de vos critiques. Mais en fait, Frédéric estime que c'est contre-productif de tout de suite répondre aux critiques. Mettons, je sais pas, Romaric me dit j'ai pas aimé cette partie-là du système parce que ceci, parce que cela. Si je pars tout de suite dans une argumentaire pour lui dire qu'il a tort ou admettre qu'il a raison, je suis pas productif. Alors bon, je vais essayer de faire comme dit Frédéric, c'est-à-dire de pas trop réagir à ce que vous dites. Cela dit, je me connais. Pas trop au podcast non plus. On est dans un podcast et je vais sans doute avoir envie de réagir. Voilà. Je vais au moins essayer, par contre, de faire des précisions. Voilà. Quand quelqu'un parle d'un point mais qui est obscur, préciser pour les auditeurs en fait, de quoi il parle exactement. En fait, je vois tout à fait ce que veut éviter Frédéric, c'est que l'auteur soit dans la position de celui qui se justifie sur ses propositions. Et qu'ils sont en train de dire, ouais, sur la défensive, exactement. Alors qu'il faut laisser les choses décanter sans doute. C'est-à-dire, vous allez dire des choses, peut-être que dans un premier point, je vais pas les accepter, puis après je vais me dire ah ouais non, ce que m'a dit Romaric, c'est vrai que c'était intéressant. Ouais. Mais si je refuse en bloc de ta proposition, bah effectivement, je lui laisse aucune chance d'être intégré. Pour anecdote et pour aller dans le sens de Fred, on a fait un playtest de Sens Néant il y a pas si longtemps encore, dans lequel j'étais sur la défensive et ça a nui aux retours qui m'ont été donnés. Et après, plus tard, lorsque je suis revenu sur le truc, ça m'a aidé. Donc comme quoi, c'est un très bon conseil de Fred. Mais là, au podcast, je pense que ça vaut le coup quand même que tu précises tes intentions de temps en temps. Ouais, bien sûr. On verra. Mais je vais plutôt nuancer. Alors juste pour finir, mince. Il y avait une dernière chose dont parlait Frédéric, c'est quand visiblement Frédéric, quand il teste, dans ses parties test, il permet aux joueurs d'émettre des critiques sur l'intégralité du système. L'univers, le scénario, les dés et tout. Moi, je sais que quand je testais Milvaux, à partir d'un moment, par exemple, le système de résolution, c'est plus qu'un système de résolution, on va dire les mécaniques de Sombre. Au bout d'un moment, je disais aux playtesters, laissez tomber, Sombre est publié. De toute façon, on changera pas un iota de ce qui est écrit dans Sombre. Donc, c'est pas la peine de faire des critiques sur Sombre. Entre guillemets, j'en tiendrai pas compte. Alors là, effectivement, vu la phase d'évolution du jeu, c'est-à-dire je suis vraiment au tout début du développement, vous pouvez y aller, c'est-à-dire que tout peut changer, quoi. Bien sûr. Vous pouvez tout remettre en cause. Voilà. D'accord. Je vous laisse la parole. On peut commencer par Emmanuel. T'as l'air au top là. C'est parti. C'est parti. J'ai pris des notes, tout ça. Alors bon, je vais essayer de faire la différence entre le factuel et le ressenti, mais je suis pas certaine d'y arriver systématiquement. Donc déjà,
pour commencer par le positif, je pense. Au niveau du système, donc moi j'ai trouvé ça très simple, très dynamique. La question des dés est réglée très vite. On peut pas mal jouer dessus au sens où donc comme on peut se rajouter des dés, on peut modifier nos faits, donc ça permet d'avoir une certaine marge de liberté, même par rapport au personnage. Je rappelle juste que on n'a pas du tout expliqué le système aux auditeurs. Donc, qu'est-ce que tu entends par rajouter des dés ? Je pense que, ce serait presque à toi de l'expliquer, en fait. Alors, quand tu entends un truc qui est pas justifié, à ce moment-là, Pika, tu prends la parole et tu dis, ça se passe comme ça. Ouais, donc c'est compliqué du coup, j'explique. Effectivement, grosso modo, la feuille de personnage, c'est une série de phrases qu'on appelle les sentences. Ouais. Et en fait, quand on jette les dés dans le cas d'un conflit, et en fait, il faut avoir le maximum de dés, et tu vas pouvoir jeter un dé par phrase qui est impliquée dans le conflit. Donc, alors, pour les auditeurs, je pense qu'ils commencent à être habitués à ce genre de vocabulaire. C'est comme des traits que l'on ferait jouer à chaque conflit, et chaque trait que l'on fait jouer dans le conflit pour gagner un enjeu déterminé à l'avance nous rajoute un dé. Et plus on fait jouer de traits, plus on lance de dés. Voilà. En gros, hein. Ce sont des dés 12. Sur un 12, si le dé affiche 12, on emporte l'enjeu. Ça fait un succès. Parce qu'en cas de duel, ça fait qu'un succès, mais en général, on remporte l'enjeu. Et si on peut faire des sommes de dés, c'est-à-dire que 3 dés, par exemple, il y en a un qui annonce 3, 6, et on joue avec des dés 12. 3, voilà. Donc tu as 3, 6, 3, ça fait 3 dés, dont la somme vaut 12, ça te fait un succès, etc. Donc, alors ce système-là, Emmanuel, il t'a convaincu. Le système m'a convaincu. Ce qui m'a même encore plus convaincu, c'est le système de pénitence, puisqu'on peut amoindrir un des traits pour gagner un dé supplémentaire. Ah, Emmanuel, est-ce que tu pourrais aller plus loin ? Qu'est-ce qui t'a convaincu ? Pourquoi ? Parce que c'est facile à prendre en main, c'est ça ? Alors déjà parce que c'est facile à prendre en main, et puis parce que finalement on a finalement une feuille de personnage sur laquelle on peut influer même au cours de l'action, un peu en fonction de ce qui nous arrange. Donc ça donne quelque chose d'assez dynamique, et on fait évoluer le personnage comme ça pendant l'action. Ouais, si la pénitence, pour donner un exemple, par exemple. Mettons un conflit de base, une bataille. L'enjeu du conflit, c'est gagner la bataille. T'as besoin d'avoir un maximum de dés. Tu peux dire, comme pénitence, tu vas changer une de tes phrases. Par exemple, pour dire que tu viens de perdre un bras dans la bataille. Clac, ça te donne un dé en plus. Voilà, c'est là qu'intervient ton intention de qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour remporter la victoire. D'accord. Donc voilà, donc ça, de ce point de vue-là, j'ai trouvé ça vraiment agréable. Pour passer au point suivant que j'ai noté, donc c'est que tu l'as dit plusieurs fois, Thomas. Donc on cherche à avancer. On va de scène en scène, et on ne s'embarrasse pas des détails. C'est-à-dire, si on a besoin d'être arrivé au village pour se friter la gueule, on prend pas le temps de décrire les 2 heures de voyage pour arriver au village. Donc il y a pas 50 000 actions ou contraintes qui nous tombent sur le coin de la gueule. Donc ça donne quelque chose de très dynamique, très rapide, et voilà. Même si limite on s'embarrasse pas forcément de la cohérence, de la temporalité, ce genre de choses. Je pense que c'était très flagrant dans le sens où on a joué vraiment en temps libre. Il y a 5 joueurs plus moi qui cadrais, grosso modo. J'avais pas de personnage. En une partie qui a duré 2 heures. Peut-être un peu plus, je sais pas. 2 heures, et puis on a quand même vraiment essayé d'amener les choses vers un climax, c'est-à-dire de faire une partie entière. Moi, j'estime qu'elle était entière. Donc effectivement, on a joué beaucoup sur l'élasticité des conflits. Oui. T'as autre chose à rajouter ? Parce que moi, j'ai déjà des remarques à faire sur ce que t'as dit. Vas-y. Moi, je suis pas tout à fait d'accord j'ai pas été convaincu par le fait que la pénitence, justement, implique la dimension sacrifice pour obtention de quelque chose. Parce que je trouve que les traits, on n'y est pas forcément attaché en tant que personnage. C'est-à-dire que, par exemple, le fait, c'est-à-dire le sacrifice, c'est se priver de quelque chose qu'on aime pour obtenir plus ou quelque chose, tu vois ce que je veux dire ? Or là, il y a certains traits, moi, je trouvais que j'étais pas forcément attaché, donc je m'en foutais de laisser... En fait, j'ai pas ressenti la dimension sacrificielle. Fly. Moi, je pense il y a peut-être une raison pour ça, c'est-à-dire que quand on démarre directement dans le conflit.
Et je pense et c'est un fait dans pas mal de jeux de rôle type narratif ou narration partagée, c'est bien de laisser en fait au tout début du jeu une scène où tu t'appropries un peu ton personnage. Là, je fais aussi référence à Dogs in the Vineyard parce que je trouve que ton utilisation des faits y ressemble un peu. C'est-à-dire que dans un conflit, on va utiliser de plus en plus de traits selon comment on va dire la narration et selon les implications des traits. Et je pense qu'au début de Dogs in the Vineyard, pour qu'on s'y attache, il y a une scène où tu joues avec ton personnage et tu essaies de faire jouer des traits comme ça et de les justifier. Et je pense que du coup, il y aurait encore plus ces dimensions sacrificielles si tu t'y es attaché. Et ça te ferait grave chier du coup de faire pénitence. C'est-à-dire commencer à jouer sans lancer des faire des scènes. Ouais, faire une scène à chacun où on se décrit dans notre vie quotidienne. C'est pas censé être une scène longue, ça peut être 1 ou 2 minutes dans Dogs in the Vineyard. Chacun a un peu le même truc à faire. On doit prouver sa valeur au village. Bon, là, tu peux faire ce que tu veux, hein. Mais je trouve que ce serait pas mal pour qu'on s'y attache en fait, qu'on s'attache à nos personnages aussi, parce que du coup, rentrer directement dans le conflit, ça veut dire qu'on va directement le charcler sans même s'y être attaché. Est-ce que vous avez ressenti la dimension sacrificielle lors des pénitences, Colline? Bon, j'ai pas énormément utilisé la pénitence moi de mon côté. J'ai vraiment utilisé qu'une seule fois. Et ça n'a pas été tellement sacrificiel pour moi dans le sens où finalement mon personnage est plutôt que de sacrifier quelque chose qu'il aimait est plus allé, c'est plus réduit à quelque chose. Il a sacrifié une partie de son idéal, ton personnage, puisque donc ton personnage c'était une prêtresse d'Irminsul, l'arbre dieu, et donc au début t'étais censé je sais plus, je crois que t'étais censé faire en sorte que mon clan prenne le contrôle grosso modo du lieu, quoi. Voilà, et t'as fait pénitence en fait en disant que tu réécrivais cet idéal-là. Pour faire en sorte que ce soit moi qui devienne la chef du lieu, plutôt que mon clan. Mais en fait, j'ai effectivement sacrifié une partie de mon idéal, mais à mon propre profit. Donc après... C'est le problème du sacrifice, en fait. Simon, est-ce que tu as eu cette dimension sacrificielle? Moi, je dirais que je suis un peu chiant avec ça, mais je dirais que c'est toujours en demi-teinte. C'est-à-dire que sur certains points très 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 factuels, presque tangibles, comme la perte d'un objet par exemple, on va pouvoir ressentir réellement un manque et du coup poser un réel sacrifice. Mais sur des points plus abstraits, comme par exemple l'implication dans un clan ou dans une religion, ou par exemple des relations purement sociétales, purement humaines, ça va être plus difficile à gérer. Je pense qu'effectivement, comme disait Flavie, imposer ou pas une scène où on explique ce qui fait notre personnage et comment il a été fait pourrait être intéressant justement pour réellement lier le joueur au trait de son personnage. Après, moi, de mon côté, pour répondre à ta question, oui, j'ai ressenti la pénitence à certains moments. Je l'ai utilisé, je crois, une seule fois par rapport à la fin de ton personnage. Et moi, il m'adresse la parole là. Oui, tout à fait, Romaric. Et je l'imaginais vraiment comme quelque chose de douloureux pour mon personnage, pas en termes émotionnels, plutôt en termes de stratégie. Mais pour moi, c'était réellement un sacrifice pour mon personnage. Alors, qu'est-ce que tu avais fait exactement comme pénitence, hein? En fait, ça liait plus à Shroud. Il était allié à mon perso, tout à Shroud, fait. Ouais. Et finalement il a rayé son alliance et il a mis Shroud est mort, quoi, tu vois, donc voilà. Il y a un côté morbide. Alors bon, pour informer les auditeurs, il actait du fait que Shroud venait de mourir effectivement dans le conflit précédent. Mais donc du coup, lui, en tant que joueur, Simon, tu dis que tu l'as ressenti comme effectivement, mais c'était quelque chose encore une fois de très 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 factuel, vraiment de très avec aucune abstraction, réellement quoi. Parce que si tu veux juste, et puis après je passe la parole à Emmanuel. C'est que si tu perds cette dimension de sacrifice, il n'y a plus de possibilité de martyr dans ton jeu.
On joue du coup que des héros ou des salauds. Emmanuel. Je pense que autant l'exemple qu'a donné Colline que celui qu'a donné Simon, c'est quand même intéressant, notamment si on partait sur une campagne, puisque finalement on a des persos qui renoncent à des idéaux, qui renoncent à des alliances et qui doivent s'avilir et finalement ne plus penser qu'à leur gueule. C'est-à-dire que là, la dimension one shot nous a privé d'un aspect du jeu. Voilà. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ah bah de toute façon, là on a en plus non seulement on a fait un one shot, mais on n'a pas fait un one shot de 8 heures, on a fait un one shot de 2 heures. Ouais, tout à fait. Et pressé par le temps. Je pense que si on s'amusait à faire un compte rendu de partie, pourtant, après c'est mon avis personnel, mais je pense quand même qu'en 2 heures, on a eu le temps de produire une fiction déjà assez riche par rapport à. Il y a ce que les mécanismes. Il y a le ressenti des joueurs vis-à-vis du sacrifice, et puis il y a la chose telle qu'elle est vécue par les personnages. Et ça, c'est différent. Parce que nous, peut-être qu'on n'a pas ressenti la dimension sacrificielle, mais peut-être que si c'était une histoire qui était écrite et décrite par un auteur, la mort de Shrewd aurait été décrite, par exemple pour le personnage de Simon, comme quelque chose de grave, etc. On ne sait pas. Alors, donc c'est aussi à nous de faire l'effort de bien jouer le sacrifice. Disons que pour le moment, après, effectivement, peut-être que ça peut évoluer, mais pour le moment, on va dire que l'intention du jeu, c'est de laisser le joueur auto-évaluer, en fait, qu'est-ce qui représente un sacrifice pour son personnage. Mais donc, tu vas appliquer, je pense, c'est-à-dire que jusqu'à présent, de la façon dont le système est proposé actuellement, effectivement, c'est au joueur d'évaluer lui-même qu'est-ce qui représente un sacrifice et qu'est-ce qui n'en représente pas. Et grosso modo, c'est lui qui va établir un peu l'échelle morale de son personnage, l'échelle de victoire de son personnage. C'est le système ne lui dit pas pour le moment. Le système ne lui dit pas où il se situe par rapport à ça. Moi, je me posais une question du coup parce que dans ton système, en fait, toutes les sentences, donc tous les faits de personnages, sont au même niveau en fait ils n'ont pas les mêmes thèmes, mais ils sont au même niveau. Est-ce que ça, je propose ça, est-ce que ça changerait pas quelque chose de mettre certains faits plus importants, au final, ce serait ceux où on n'aurait vraiment pas envie de se défoncer et du coup, quand on les bute, quand on fait pénitence sur eux, ça nous embêterait vraiment. Parce que certes, il y a accompli, héroïque, victorieux et la défaite, mais je pense que ce serait bien d'avoir un système où il y a des faits qui sont plus importants que les autres. Alors, si j'ai bien compris, c'est par exemple parce que c'est vrai que donc il y a les sentences ont quatre niveaux, héroïque, accompli, donc le plus haut, héroïque, vaincu et détruit. Au début, quand vous créez vos personnages, vous créez 3 sentences, toutes effectivement au niveau héroïque. Ce que tu proposerais, c'est par exemple, on crée une sentence au niveau héroïque, une qui est au niveau vaincu et une qui est au niveau détruit. Ouais, ou même, je dirais, une au niveau accompli. Genre celle-là, si tu la touches, ça te ferait quand même un peu suer parce que c'est une au niveau accompli. Ouais. T'en fais deux au niveau héroïque et une au niveau victorieux. C'est à voir quelle gradation est là. Ou du coup, en escalier, quoi, effectivement. Il y a des faits où quand tu les touches, ça t'embêterait vraiment, quoi. Ou là, vraiment, tu y aurais mis beaucoup et du coup, ce serait un peu embêtant. Alors juste, je rebondis là-dessus pour signaler un point de système que j'ai pas abordé dans la partie parce qu'on avait déjà beaucoup de choses à traiter. C'était le fait que quand tu passes une sentence à vaincu, tu peux créer une magie. Alors on avait vraiment trop de choses à voir, donc je l'ai passé sous silence. Mais du coup ça apporte un truc en plus, c'est que tu peux par exemple tu peux créer sur ta phrase d'égrégore, tu peux créer une sorcellerie en fait. Si à un moment ta phrase d'égrégore elle arrive à vaincu, tu peux dire que tu deviens un sorcier. Si ta phrase de chair arrive à vaincu, tu peux dire que tu développes une école de combat particulière. Et ainsi de suite. Emmanuel, on peut continuer. Alors, justement, ça découle un petit peu de ça. Donc, on a bien vu qu'effectivement, on était très centré sur le perso. Par contre, je me demandais si c'était volontaire ou pas, mais je trouve que les relations interpersonnages sont assez limitées, puisque, alors, quand on crée nos traits, quand on écrit nos sentences, on les écrit, on l'a beaucoup fait, nous, je trouve, les unes par rapport aux autres. Et tu obliges à ce qu'il y en ait au moins une qui soit créée par rapport à un autre personnage. Donc, on a beaucoup joué là-dessus, mais finalement, ça reste assez succinct, ça reste des relations d'alliance, de trahison, d'amitié. Et je pense que ça tient aussi au format.
par lequel on a joué. Parce qu'il y a eu, faut oublier de dire qu'il y a eu une partie il y a eu la moitié, le premier tour, où c'est Thomas qui a masterisé, en étant quand même assez dirigiste pour nous apprendre les règles. Et la deuxième partie, on était rendu dans le climax, en fait, au moment où on allait résoudre les choses. Je pense que dans le moment où on était plus en narration partagée, il y aurait eu plus de relations avec les personnages. Maintenant, on l'a pas vécu parce que ça n'a pas été possible, mais je pense que ça peut être amené comme ça. C'est possible. De toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de nuances qui ont été complètement passées sous silence du fait qu'on a joué en 2 heures, hein, effectivement. Donc pas de scène d'introduction. C'est sûr qu'on aurait pu amener des relations plus subtiles entre les personnages, tout ça. Mais bon, là, en 2 heures, disons que je voulais vous proposer une partie complète. Donc j'ai choisi de faire escalader les choses jusqu'au climax très vite. C'est-à-dire qu'on a fait 2 tours de table. Le premier, c'est toi qui posais les enjeux. Le jeu est divisé en instances. C'est-à-dire que chaque joueur a une instance. C'est un peu comme dans un jeu vidéo où, grosso modo, la caméra est centrée sur lui pendant son instance. Éventuellement, il peut inviter d'autres personnages dans son instance. Pensez à Zombie Cinéma pour ceux qui connaissent. Ou provoquer en duel quelqu'un dans son instance. Ou éventuellement, quelqu'un peut hacker son instance. Et bon, grosso modo, on a fait 2 instances pour chaque joueur. Donc ça fait 10 instances, ça veut dire 10 jets de dés. Donc on a fait les choses, on n'a pas eu le temps de voir grand-chose, quoi. Hein. Emmanuel, est-ce que tu veux continuer l'énumération ? En fait, moi, j'ai juste un dernier point à aborder. Très bien. C'est la différence, justement, avec et sans MJ. Alors là, pour le coup, c'est terrible, hein, je vais me trahir, c'est affreux. Mais j'ai trouvé que, donc là, toute la première partie qu'on a fait Emmanuel. avec un MJ, donc où finalement, c'était toi qui mettais en place les situations. Ça, plus le fait que ce soit un système en instance, donc par tour, où au final il y a assez peu d'interaction. Moi, sur cette première partie, j'ai été très frustrée parce que j'ai vraiment eu l'impression justement d'être dans un jeu vidéo avec assez peu de liberté. Donc là, pour le coup, pour la première fois de ma vie, jeu de rôle avec un MJ ? Non, je me suis jamais sentie bloquée comme ça. Ouais. Moi, je partage ton avis. Et c'est parce qu'en fait, je trouve que les joueurs n'ont pas assez de choses à faire pendant cette phase, en fait. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils lancent les dés et ils choisissent leur sentence. Voilà. C'est tout ce qu'on fait. Hein, Colline ? Oui, je suis d'accord. Voilà. Alors que dans un jeu de rôle classique, même si tu as un MJ, ils interprètent leur personnage, ils font des choix, des vrais choix. C'est-à-dire que c'est eux qui fixent les enjeux, en fait, en tant que joueur. Moi, si je peux me permettre, il faut pas oublier que quand on effectue ce genre de constat, on était encore une fois pressé par le temps. Donc, faut pas oublier ce prisme-là. Je pense que si on avait eu 4, 5, voire plus de temps, on aurait pu rentrer dans une discussion avec Thomas sur ce qui se passait. Tu vois ce que je veux dire ? Mais cela dit, c'est intéressant parce qu'en fait, je pense que le système-là, il n'est pas, de toute façon, il n'est pas adapté. Il n'est pas adapté au fait d'avoir un MJ. Mais bien sûr, alors, évidemment. Bon, c'est possible, puisque techniquement, on l'a fait. Mais ça me paraît effectivement pas adapté. Non, et quelque part, je suis content d'observer que la partie où je vous laissais plus les rênes vous a plus satisfait. Là, tu peux trancher direct, Pika. Il n'y a pas besoin de VMJ pour ce jeu. Il faut que les joueurs fixent eux-mêmes leurs enjeux. Évidemment, c'est ça l'intérêt d'un jeu narrativiste. C'est qui encourage la proposition créative narrativiste. Je pense que tu peux faire un jeu narrativiste avec le MJ qui fixe les enjeux. Narration partagée. Voilà, c'est le but. Attends, c'est pas la même chose. Ouais. Là, le but, c'est que tu peux avoir un jeu narrativiste sans partage de la narration. La deuxième partie, donc. Absolument. Parce que le premier tour de table, où effectivement en tant que MJ je cadrais, c'était quand même narrativiste parce que j'essayais d'amener des choses au niveau de l'histoire. De créer de l'histoire. Hein, j'essayais de créer de l'histoire. Par contre, il y avait très peu de partage de narration parce que je pense que je décrivais même beaucoup de choses que faisaient vos personnages. Je donnais l'enjeu du conflit. Je disais c'était quoi les réussites parce que je crois que vous écriviez vos sentences, mais c'était quand même un peu sous ma dictée. Hein. Donc effectivement, à part lancer les dés, vous faisiez pas grand chose. Non. Et voilà, en fait, on faisait rien, quoi. Donc forcément, c'est normal que. Et tu te trahis pas en disant ça, Emmanuel. Parce qu'en fait, moi d'habitude, le jeu est pas fait pour ça. Oui, c'est vrai que c'est ça. C'est que d'habitude, moi, j'ai besoin d'un MJ. J'ai besoin qu'on me prenne par la main, qu'on me raconte une histoire. Ceci dit, j'ai été effectivement très surprise de voir que finalement, sur le deuxième tour, à narration partagée, ça a très très bien marché. J'étais pas perdue. C'est fantastique. Est-ce que, alors là-dessus, on va peut-être, à mon avis, on reviendra encore, on développera encore cette histoire.
Colline, on passe à toi. Des remarques? Non, je pense pas que ça va être factuel parce que bon, Moi, j'y crois pas au factuel. Ah non, mais là, ça va être vraiment que du ressenti. Ah bah vous êtes des êtres humains. Bah si oui, vous oui, c'est pour ça. Je peux comprendre. C'est ce que propose Frédéric. Je pense non, mais que je vois lui admettrait que c'est pas évident. On voit ce qu'il veut dire. À part être vraiment capable de dissocier. Le but, c'est de pas te proposer ce que nous on voudrait qu'il soit. C'est de te proposer le truc qui est adapté à ce que tu. Bien, Colline, je t'écoute. N'hésite pas à être partial et subjectif. En fait, la question qu'il faut te poser, Colline, c'est est-ce que le système te permet de respecter les intentions? C'est ça. Alors. Premier ressenti, moi je me suis bien amusée. Déjà c'est un bon point, puisque à la base le jeu de rôle c'est quand même pour s'amuser, enfin par certains moyens différents. Comme je disais, moi j'aime bien prendre la tête. Alors, regarde bien ton micro parce que là on t'entend pas, je pense. Si, ça va. Si, moi, je l'entends très bien dans le retour. Donc moi j'aime bien prendre la tête, donc tu vois c'est pas forcément quelque chose de fun, mais je me suis vraiment amusée. Après, moi, la chose qui m'a... Deux choses m'ont un petit peu dérangée. La première, c'est au niveau du temps. J'ai trouvé que après chaque action, devoir réécrire une phrase, ça nous faisait vraiment perdre du temps au niveau de l'action. Ça coupait l'action pour essayer à chaque action en fait de dire voilà qu'est-ce qu'on en conclut et qu'est-ce que ça implique pour nos personnages. Et finalement, l'action était un petit peu coupée à chaque fois par ça. Emmanuel. D'un autre côté, donc c'est vrai que ça fait perdre un peu de temps, mais je trouve que c'est important aussi de reformuler, de devoir réécrire, parce que ce serait juste finalement mettre un petit moins sur une phrase, ça reposerait beaucoup moins les enjeux. Alors que là, on explicite bien la chose. C'est pour ça que c'est pas un gros point négatif. Je pense que des fois, surtout, l'idée c'est qu'en écrivant la phrase, on rajoutait des éléments qui n'étaient pas dits. Alors, quelle intention de Thomas, tu penses contre quelle intention de Thomas tu penses que cette idée-là va? Contre l'horreur épique? Ça enlève de l'épique le fait qu'on interrompe la partie. Contre quelle intention? En fait, même par rapport au mécanisme de base qui soit simple, je trouve, effectivement, je pense que l'ambiance empathie un petit peu. Voilà, donc c'est ça, c'est le côté. Et c'est vrai que d'avoir quelque chose qui coupe comme ça m'a un petit peu dérangé, mais c'est pas un gros négatif dans le sens où j'ai quand même pris du plaisir. Donc tu vois, je peux pas dire ça m'a vraiment gâché le plaisir. C'est juste que j'ai trouvé que c'était un petit peu plus lent. C'est pas un problème d'immersion. C'est-à-dire est-ce que ça aurait pas nui à ton immersion? C'est ça. C'est ça d'une certaine façon, oui. Parce qu'en fait, je pense assez sincèrement que c'est la chose que le système sacrifie en fait. Le système n'est pas fait le système n'encourage pas l'immersion. D'autant plus que j'encourage la proposition narrativiste, c'est-à-dire qu'on essaie de décrire une histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre beaucoup de recul par rapport à son personnage, faire du méta-jeu. Et donc, de toute façon, je savais par avance, même si c'est vrai que je voulais pas formuler, je savais par avance que ça peut nuire à l'immersion. C'est pas vrai ça, Thomas. C'est pas vrai. L'immersion, tu peux l'avoir dans toutes les démarches créatives. Dans le ludisme, dans le narrativisme et dans le simulationnisme. On voit ce que tu veux dire. C'est-à-dire que quelque part, ça l'a coupé dans son élan créateur. C'est-à-dire que tu vois, il y a un moment donné où tout le monde te regarde. Attends, je voudrais finir ça. Ouais. T'as un moment donné où tout le monde te regarde. Allez, vas-y, crée. Et ça, c'est une pression énorme. C'est une pression énorme sur Flavie, tu voulais dire quelque chose? Mais en fait, je pense que un des soucis pas de ce jeu, mais bon, c'est qu'en fait, chacun fait son instance les uns après les autres. Donc, quand toi, tu dois réécrire ta phrase, t'as tout le monde qui te regarde en train d'écrire ta phrase. Donc, du coup, le jeu s'arrête. Alors qu'il y a des jeux à narration partagée, je vais refaire Dogs parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux jeux. En fait, Dogs, c'est pas instance après instance. Donc, quand t'es en train de refaire ta phrase, il y a d'autres personnes qui sont en train de faire quelque chose. Donc, du coup, le jeu n'est pas coupé. Je pense que, en effet, il y a un souci d'immersion, mais je pense que ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit de la narration. Arrêtez de dire que c'est de l'immersion, c'est pas le problème. C'est pas un problème d'immersion. C'est un problème parce que l'immersion, on peut l'avoir dans un jeu simulationniste, encore une fois, dans un jeu narrativiste, dans un jeu de rythme. C'est un problème de rythme, mais oui, absolument. C'est pas un problème d'immersion. C'est ce que je disais, c'est que ça ralentit le jeu, quoi. Ça l'entrecoupe et. Oui, mais tu vois, dans ce que dit Thomas, il y a un présupposé qui est que, à partir du moment où on prend du recul sur la fiction pour créer une histoire, on n'est pas en immersion. Mais dis ça à un littéraire qui est en train d'écrire une histoire, en train de prendre du recul, mais il est à fond dedans.
Ou quand il se dit oh ouais je vais faire ça, je vais le tuer et tout. Non attends, il faut pas que je fasse ça, je vais plutôt faire ça. Mais il est à fond dedans justement. C'est pas parce qu'on prend du recul sur l'histoire qu'on n'est pas à fond dans l'histoire. Au contraire même. Parfois prendre du recul sur l'histoire en disant oh putain mais quel salaud, espèce de gros. Mais t'as vu ce qu'il a fait là, t'es à fond dedans. Ouais, tu vois, t'es à fond dedans pareil. D'accord. Et c'est ça. Et donc l'immersion, elle est dans tous les types de jeux de rôle. Donc par contre, c'est le côté, c'est pas de l'immersion mais c'est le côté rythme. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un moment donné où t'as raconté un truc qui est super, on est presque au moment ultime, c'est-à-dire qu'on a l'action, tout le monde est en train de penser à la super action qui vient de se dérouler. Et là, tout le monde te regarde avec un truc technique. Bon, bah, écris une phrase pour décrire ça. Et là, il y a une espèce de tic-tac. Simon. Moi, je suis désolé, hein, je suis chiant, mais je suis absolument pas d'accord. En fait, pour moi, les problèmes de lenteur n'ont jamais été des problèmes de rythme. Il faut savoir prendre son temps. C'est-à-dire que, de mon point de vue à moi, c'est très personnel encore une fois. Comme un absolument. Dans l'idée, on peut très bien regarder une personne composer sa phrase, prendre du temps pour la regarder et continuer à être dans le jeu. Je peux pas différencier l'absence d'action et le fait de noter quelque chose. Alors non, là, dans la Thomas. Partie, est-ce que du coup, tu penses que le fait d'écrire les phrases, ça n'a pas nuit pour moi, non. Au rythme? Mais non. Et tu m'as pas compris. Je finis ce que je voulais dire. Simon. Vas-y, bah, explique-moi. Parce qu'en fait, moi, je dis pas, le problème, c'est pas la lenteur. Le problème, c'est que on attend. On est dans l'attente. Oui, bah c'est ça. C'est pas de l'ennui, de la lenteur, ce que tu veux. Dans Prosopopée, par exemple, il y a de la lenteur, comme disait, et il y a un moment donné où mais on n'est pas dans l'attente. On est tous en train d'imaginer. On est tous là. Comme ça, on est en position extatique, en train de s'imaginer la suite et tout. Donc, on n'est pas dans l'attente, on est dans la construction. Alors que quand l'histoire vient de se provoquer et qu'on demande à quelqu'un d'écrire, allez, vas-y, travaille maintenant, résume ce qui vient de se passer. Bah là, on est dans l'attente. Oui, mais attends, je suis pas. Alors, peut-être que c'est un défaut de ma part dans Thomas mon briefing. Mais en théorie, surtout quand on est vraiment en narration partagée, le deuxième tour de table, les autres joueurs peuvent t'aider à écrire ta phrase. En fait, ils peuvent te faire des suggestions. Oui, mais oui, puis la création de cette phrase, elle peut aussi être intégrée au jeu. C'est pas nécessairement qu'une apposition de suite de mots sur une feuille. Tu vois ce que je veux dire? Elle peut être aussi un résumé de l'action, mais un résumé aussi acteur ou actif même dans la partie. Alors, il faut redonner la parole à Colline. Est-ce que, par hasard, Colline, je te pose une question juste avant de te rendre la parole. Est-ce que ce serait pas parce que justement on était pressé par le temps que du coup la création de cette phrase devenait problématique? Voilà, après ça c'est ce que je pourrais énoncer, puisque Simon dit que lui ça l'a pas du tout gêné, et il s'est avéré quand même qu'à la fin, lorsque nous avons fait notre duel et qu'il a fallu écrire les phrases pour conclure ce duel, on a quand même dit bon, on va laisser jouer Flavie et on donnera nos phrases après. Ouais, on était speedés, quoi. Ouais, mais je pense que c'est à cause du temps, en fait. Ouais. Donc, du coup, ce qui fait que, finalement, on a coupé cette partie-là pour repasser directement à l'action et à compléter ça. En fait, c'est un faux problème. On est en train de, là, on perd du temps parce que c'est vraiment un faux problème. Je sais que si je peux c'est pas forcément une bonne chose de se comparer. Mais il y a quand même énormément de jeux de rôle, ou de systèmes, Thomas, où de toute façon tu passes du temps à faire des calculs, à feuilleter le bouquin, à rader des compétences et tout. C'est un faux problème. C'est un faux problème parce que après personne n'est égal face à la perception qu'on a du rythme d'une partie. Personne n'est égal de toute façon. Ah oui. Effectivement, d'un jour à l'autre, ça peut changer. En fait, là, on avait la pression du temps qui a joué aussi sur notre perception. Alors que si on avait pris le temps, à chaque fois, on s'était dit bon allez, on a le temps, on prend le temps. Le phénomène qu'a très bien décrit Simon tout à l'heure aurait eu lieu et tout le monde aurait été. Donc voilà, un faux problème de lever déjà. Donc c'est bon. Donc appelez tester dans le calme aussi. Colline, autre chose. Et donc une deuxième petite critique que j'ai eue, c'est pas tellement une critique, c'est plus une peur en fait, par rapport à ce que tu demandes. Est-ce que tu n'as pas peur que ces phrases-là ces inflorescences qu'on alimente, ces sentences qu'on alimente avec nos actes, t'as pas peur que ça soit trop réducteur? Parce que finalement là on l'a fait en one shot et les phrases que nous avons créées, elles avaient pour but d'aller vers le climax qu'on voyait tous les uns avec les autres, qui était finalement la bataille finale. Mais est-ce que dans une campagne, lorsque tu vas vouloir continuer cette histoire-là, est-ce que finalement les choses qui se sont passées par le passé vont pas devenir finalement des détails qui vont pas servir à l'avenir? Est-ce que t'as pas peur que ce soit trop réducteur? Il y a une règle que j'ai pas mentionnée. Pika. Quand une sentence est obsolète, on la gomme pas. On la barre et on écrit la nouvelle sentence. Je prends un exemple.
mettons, je suis un jeune novice en chevalerie. Au bout d'un moment, on barre, c'est bon, ce Sir Perceval est mon mentor. À un moment, on la barre pour dire qu'on a été adoubé chevalier, on est devenu chevalier. Donc cette sentence, elle appartient au passé. Le fait qu'on n'a pas toujours été chevalier, qu'avant on était un écuyer ou qu'on avait un mentor et tout. Et en fait, avec le mécanisme de pénitence, tu peux à tout moment faire revenir une sentence qui avait été barrée. Alors je l'ai pas expliqué parce que ça n'avait pas d'intérêt dans le cadre de ce playtest, plus dans le cadre de la campagne. C'est-à-dire que si un joueur veut remettre en valeur un événement de son passé, du fait qu'on a barré les phrases au lieu de les gommer, son passé il est écrit et donc il peut récupérer quelque chose de son passé. Si à un moment, c'est vrai que je sais pas. Sauf après 3 ans, ce qu'il l'oublie. Ah ouais, on pourrait. On s'en fout. Un patch, mais c'est vrai que tu peux du coup, mettons en campagne, surtout au début de la campagne, j'ai dit que ma mère a été tuée par tel méchant et puis qu'il s'est passé tellement de trucs, on a oublié cette histoire-là, on l'a barré et puis à un moment, le méchant il revient sur le devant de la scène. Et ben là, je peux dire hop, pénitence, et je récupère cette phrase. Ou bon, après, peut-être que ce serait sans pénitence, mais effectivement, il faudrait que le système ait permette de repêcher des vieilles phrases comme ça. Alors moi, Colin, je pense que de toute façon, quand tu as un système comme ça qui t'oblige à jouer des traits, ça incite ton personnage à toujours rester auprès de ses traits, et donc tu n'auras jamais ce problème du détail. Moi, j'en suis convaincu. Tout à fait, et c'était aussi par rapport à ça que je voulais rebondir. C'est quelque chose qui est basé autour des personnages, mais finalement autour de certains traits du personnage. Après, est-ce que c'est parce que nos traits ils sont vraiment trop spécifiques, mais finalement des actions, tu peux pas du tout faire d'actions qui soient pas en rapport direct avec les 3 traits. Je trouve que 3 traits c'est peut-être un petit peu short. Tu peux pas créer un conflit qui soit pas en relation qui soit en relation avec aucune de tes phrases. 3 traits c'est un peu court, ouais. Voilà. C'est un test. C'est pour le début, ouais. quoi. C'est pour le début. J'ai commencé avec 3 traits parce que je voulais une création de personnage qui soit rapide. Je suis pas certain, mais je voulais aussi. Je pensais que ça permettrait de recentrer quand même, surtout dans le cadre d'un one-shot, de recentrer les choses sur une thématique unique ou vraiment peu de thématiques. Et puis, je pense que ça permet peut-être aux joueurs d'explorer, prendre son temps pour explorer son personnage. Parce que si tu joues en campagne, au bout d'un moment, tu as 12 phrases. Donc là, par contre, tu as le temps en campagne, je pense que tu as le temps de réintroduire du détail dans ton personnage. Surtout que rien ne t'interdit à réinventer les détails de ton passé qui n'étaient pas précisés, quoi. L'idée, c'est que c'est pour... J'avais proposé que 3 phrases pour empêcher le joueur de créer un personnage avec effectivement un background trop détaillé dès le départ. Trop de facilité à réussir. Emmanuel. Je me pose un peu la question parce que même 12 sur une campagne, ça me paraît pas énorme, ne serait-ce que comparé à Sens, par exemple, où on commence avec un perso qui a une vingtaine de traits. Pourquoi est-ce que du coup tu limites à 1 par inflorescence? Et est-ce qu'on pourrait pas monter au-delà? Dans Sens, ils n'ont pas autant d'importance, Emmanuel. C'est vrai. Donc du coup, parce que si tu te retrouves avec des persos qui ont beaucoup de traits autour d'un point et un autre, il va y avoir un joueur qui va être un peu exclu, tu vois. Ou alors on va tous s'amuser dans notre coin. Il y a beaucoup de jeux narrativistes, j'aime pas dire ça, mais il y a beaucoup de jeux à narration partagée dans lesquels chacun s'amuse dans son coin et en fait on se rend compte jamais vraiment. Alors que là, et ça c'est un truc qu'il faut dire, c'est que la création de traits n'est pas libre. C'est-à-dire qu'on doit choisir des traits en rapport nécessairement avec les autres personnages. On ne l'a pas dit, mais c'est très important. C'est-à-dire que du coup, ça crée une synergie autour de la table. Alors d'ailleurs, c'est une suggestion d'un de mes précédents. On crée des traits ça n'existait pas au départ. Ah ouais, c'est une très bonne idée parce que... Alors qu'est-ce qui se passe pendant la création de traits? Colin va créer un trait A et moi, je vais pouvoir choisir de répondre à ce trait en créant un trait B qui a un rapport avec A. Par exemple, elle choisit « Je défends le village X » et moi, je dis « Ok, puisque tu défends le village X, je choisis d'être l'ennemi du village X. » Ensuite, Fly peut créer un truc ex nihilo, dire moi je fais ça comme ça, et l'autre dire moi j'ai envie de réagir à ce que vient de dire Fly, ou au contraire. Donc du coup on est obligé de s'empiler les uns sur les autres, les traits s'empilent. Alors que dans Sens, si tu devais faire ça, à la fin ça deviendrait n'importe quoi. On serait tous le double meurtrier de la mère du cousin du l'oncle de machin. Enfin, ça reviendrait plus à rien.
Oui, mais d'un autre côté, ça veut dire que je vais être limité, par exemple, pour respectivement chacun des autres personnages de la table à 1, 2, 3 interactions si vraiment je me suis centré sur ces interactions-là. Et c'est toujours le même type d'action qui va être intenté. J'ai peur d'une certaine redondance. Disons que en fait, je suis pas certain de pouvoir te répondre tout de suite. Effectivement, voilà, c'est des choses que je devrais vérifier par le playtest. Et tu vois, là, on reprend l'intention du coup. En quoi est-ce que où est-ce que dans les intentions de Pika, tu penses que ça va nuire sur la campagne, sur l'aspect campagne? Tu penses que ça va être difficile de faire jouer en campagne du coup? Parce qu'il a 6e intention de Pika, c'est je veux que mon jeu fasse aussi bien des one-shots que des campagnes. Tu penses que c'est l'aspect campagne là? Ouais, je pense. D'accord. Et puis même... toujours essayer de se rappeler de ses intentions. Même pour l'aspect personnage, finalement, on va avoir vraiment des actions qui sont redondantes. J'ai peur que le personnage fasse toujours la même chose, répète toujours le même schéma de réaction, de dire j'ai pas réussi à le buter la fois précédente, mais comme c'est dans mes traits, je vais encore essayer de le buter jusqu'à ce que j'y arrive, quoi. On va faire des personnages monomaniaques. J'ai 3 traits, dont un trait qui est que telle personne est mon ennemi juré. Je vais toujours rebondir sur ce trait qui fait que telle personne est mon ennemi juré. D'accord. Simon? Moi, de mon côté, je mettrais une petite réserve par rapport à ça. En fait, ce que je me dis, c'est que finalement, à la création de nos traits, comme on a tous pris des traits qui étaient liés les uns aux autres, on avait finalement l'histoire qui était déjà tracée. À vrai dire, durant notre création d'histoire, durant notre narration, j'ai été très très peu surpris par les événements. Finalement, tout était déjà écrit. Ouais, et moi, ce que je me pose comme question, c'est vis-à-vis de ton intention de donner le jeu jouable en campagne, c'est la création d'antagonisme et d'antagonistes aussi forts, en fait, dès le début de l'aventure, n'amènerait pas justement une espèce de blocage par rapport à la création d'une campagne. Je m'explique. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon but, c'était de détruire la nature et nettement détruire le village dont Colline était la prêtresse. J'imagine que dès le départ, dès le premier scénario, je vais essayer de narrer un événement où je vais rusher le village et le détruire. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai peur que ça, de créer des antagonismes si forts, vraiment, parce que là c'était des antagonismes très très forts, dès le départ, nuise un petit peu, tu vois, au jeu en campagne. C'est ça en fait la réserve que je mets dessus. Alors je sais pas, j'ai pas de réponse. Clairement, je peux pas te dire. Tu verras bien. Il faudrait de toute façon jouer une campagne pour pouvoir te le dire. Colline, est-ce que tu as des remarques encore? Non, écoute, rien qui me vienne comme ça. Alors on peut passer à Simon. Moi j'ai pas mal de choses à dire. Donc déjà on n'a pas du tout soulevé, on a parlé beaucoup de la partie, mais on n'a pas soulevé un petit peu aussi ce qui était notamment important, c'est-à-dire le cadre de jeu, c'est-à-dire l'univers. Même si c'est pas forcément le propos de notre podcast. Ouais. Moi, ça fait partie des intentions du jeu puisque je dis qu'on joue dans l'enfer forestier. Voilà. Exactement. Donc dans mes intentions, c'est quand même que ça se passe à Milvaux, quoi, et que ce soit dans l'esprit de Milvaux, quoi. Donc de mon côté, moi j'ai tout à fait ressenti l'ambiance, très bien. Effectivement, avec le petit briefing que tu nous as fait au début du jeu, avec cette explication, c'est bien le faire, ça. Synthétique, mais quand même très clair. On s'est relativement immergé dans l'univers et surtout on a compris très très rapidement ce que c'était Milvaux en fait. En tout cas en surface, j'imagine qu'il y a des choses dissimulées et tout. Donc ça pour moi c'est un excellent point. Voilà, donc là pour moi l'intention est je sais pas combien de temps a duré le briefing. Vraiment avant qu'on commence le premier tour. C'est à partir du moment où on a lâché les micros. 40 minutes. 20 minutes, je dirais. 20 minutes différent. Ouais, donc en 20 minutes, je vous ai expliqué l'univers et les premières bases du système. J'aurais dit plus, moi, quand même. Non, moi, je pense que ça a été assez rapide avant qu'on commence ton tour. Ouais. Donc voilà pour l'univers. Ensuite, Simon. Au niveau du jeu lui-même, c'est peut-être mon côté aventurophage, c'est-à-dire d'essayer de trouver du bon dans chaque aventure, en tout cas de tout prendre. J'ai beaucoup apprécié en fait. Donc ça va être que quelque chose de purement subjectif. La seule réserve que j'émettrais sur le système, c'est ce dont je t'ai parlé là, en fait, à l'instant. Donc le fait que d'avoir des antagonismes si forts dès le départ. Est-ce que ça va pas limiter la créativité? Est-ce que ça va pas limiter la créativité? Alors, après, c'est tout. Je me demande aussi si quelque part ça ne sert pas à l'intention du jeu, c'est-à-dire qu'en fait vous jouez pas n'importe quel type de perso, vous jouez des héros, des salauds et des martyrs. C'est-à-dire que c'est les persos.
Enfin, ils sont soit ils sont monoblocs, soit ils ont 2-3 faces. Je prends la guerre de Troie, Achille. Putain, c'est quand même même si t'intègres son passé, qui au début il voulait pas se battre et tout, ok, mais c'est un putain de monolithe, quoi. Et même tu prends toutes les figures de héros dans la littérature, c'est des putains de monolithes. Autre chose qui m'intéresse pas mal là-dedans, c'est le côté suffocant, le côté vase clos, le côté huis clos, le côté malsain en fait. Tout à fait. Avec Milvaux, on se croirait en pleine campagne avec les petites guerres de village qui puent, où on revient toujours aux mêmes histoires, des petites histoires entre machin bidule. Finalement, est-ce que ça correspond pas énormément au côté sludgecore et forestier de Milvaux? Tu vois ce que je veux dire? Oula, mon portable qui sonne. Tout à fait, mais est-ce que ce côté-là très bucolique horrifique dont tu parles dessert l'intention d'avoir de l'horreur épique entre guillemets? Tu vois ce que je veux dire aussi? Ouais, ça je sais pas, faut voir. Parce que en même temps, c'était vachement épique là, hein, la guerre entre les paysans et tout, c'est la guerre du feu, ça blast. C'était assez épique. Hein. Moi, je trouve que cette intention-là était assez respectée. Pour l'horreur, comme j'ai dit, l'horreur n'est pas radicale comme dans Sombre, où là clairement on est vraiment dans l'horreur, les personnages sont les victimes. Quand on joue à Milvaux avec le système d'Inflorenza, l'horreur elle est soit présente en décor, c'est-à-dire que c'est un décor horrifique. La crainte de la forêt par exemple est un des paradigmes de l'univers. Ou alors c'est des inserts, c'est-à-dire qu'il y a des choses horrifiques. Bon, je sais pas, par exemple, quand le personnage de Flavie, Serena, se fait attaquer par un homme arbre et se fait littéralement labourer le dos en fait par cette créature, ou quand le personnage de Romaric commet des exactions. Là, on a ce côté horrifique. J'ai trouvé mais c'est clair que l'intention du jeu n'est pas que les joueurs aient peur. Je pense, on pourrait peut-être le faire, mais c'est clairement le jeu n'est pas là pour que les personnages se fassent peur. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un côté guerre de village sanglant. C'est obscurantiste, vraiment, quoi. Colline. Moi, j'ai trouvé que le côté horrifique, il est passé, alors peut-être pas plus pour certains personnages que pour d'autres, mais dans le côté effectivement qu'on a des personnages qui sont sombres, obscurs, qui sont vraiment, on a fait vraiment des personnages qui étaient très sombres, qui avaient souvent une haine, qui étaient fanatiques, tu vois. Moi, j'aurais pu être un druide qui aimait la nature et puis qui considérait que la nature c'est beau et les fleurs et tout ça. Et or voilà, finalement le personnage il était horrible. Il est parti en allant cramer un mec au lance-flamme directement par l'arme qui était censée détruire ce qu'il protégeait. Enfin, c'est. Alors après, je sais pas. Enfin, je pense que l'ambiance, elle a bien amené vers ça et on avait tous un peu envie comme ça d'avoir des personnages qui sont un peu effrayants, qui se prennent pour des héros, mais finalement, est-ce que ce sont vraiment des héros? Des héros très sombres. Ouais. Simon, t'avais des choses à ajouter? Oui, des petites choses à ajouter pour terminer. Donc pour résumer la pensée, mais c'est ma pensée, mais c'est une pensée commune finalement. C'est quelque chose pour moi à jouer en plus de temps, histoire de prendre son temps, de poser les bases des personnages, de bien expliquer ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, ce qu'on a envie de faire. Et c'est aussi pour moi un jeu où finalement en y réfléchissant, c'est vrai que la présence d'un meneur n'est vraiment pas nécessaire. Donc ça c'est quelque chose qu'on vient de dire. Je me pose toutefois une question. On l'a pas précisé, mais on joue sans. Bon, on a effectivement très rapidement on a joué sans meneur. Encore que j'étais là pour cadrer. Si j'avais eu un personnage, les choses auraient été différentes. Mais surtout, on a joué sans préparation. C'est-à-dire que je suis venu sans scénario au début de la partie. Ça s'est passé hors micro. Mais je vous ai demandé dans quelle région d'Europe vous vouliez jouer. Tout à fait. Et nous avons choisi la frontière. L'Allemagne en frontière avec Emmanuel. Exactement. Je pensais à un truc très important pour le côté sans meneur. C'est vrai que j'avais pas réalisé jusque-là. Mais on s'est retrouvé très clairement avec deux factions et un électron libre. Donc deux factions qui s'opposaient clairement. Ouais. Je pense que ça c'est indispensable parce que sinon sans meneur et sans faction qui s'oppose, ce serait mort, non? Enfin, je sais pas. Vous avez plus de recul que moi là-dessus. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ça va dépendre des relations que vont avoir les personnages entre eux. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcé de vouloir tous se faire la guerre ou d'avoir deux factions. On peut très bien avoir un triangle amoureux, par exemple. Et je pense que en plus, ça va faire partie des trucs dont je vais te parler après, mais je pense que sous certaines réserves, ça pourrait très très bien marcher. Et genre, l'héroïsme, ce serait aller sauver la nana et qui c'est qui survit. Et ça peut très bien être comme Double Dragon à la fin, les deux mecs se tapent dessus avec la nana, quoi. Enfin. De toute façon, je savais pas quand on a commencé, je vous avais pas précisé. J'ai dit qu'il fallait des liens entre les personnages. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas précisé que c'était forcément des antagonismes. Vous m'auriez fait une team de PJ ultra soudés, ça a passé. Hein. Le
système le permettait, il l'interdisait pas du tout. Et en plus, pour faire simple, j'ai jamais joué à Influenza avant, mais en fait j'avais un autre système pour faire de l'héroïsme épique. Et en fait, au début, les personnages, ça se passait à Venise, et les personnages avaient un but commun. Ils voulaient créer en fait une loge secrète pour lutter contre les Horlas. Donc au contraire, ils étaient vachement soudés. Mais au final, la campagne, elle s'est faite sur leurs petits antagonismes, leurs petits déviances de projet, qui fait qu'à la fin de la campagne, il y avait des factions. Donc de toute façon, ça va créer des dilemmes et des conflits. Le fait de réagir au niveau des traits. Donc la création d'antagonisme sera automatique, que ce soit violent ou que ce soit. Tu sais quoi je pense que c'est au joueur de déterminer. Vous avez choisi quelque part en écrivant vos personnages qu'il y allait avoir cet antagonisme. Quand on se fait chier, on s'oppose. La preuve, la fonction publique. Colline. Et c'est là que peut-être le système de pénitence peut être très intéressant, c'est-à-dire que là où finalement nos pénitences, on était déjà très opposés, mais là où on est alliés, par exemple moi ma pénitence qui a fait que finalement j'ai fait passer ma propre personne au profit, contre mon clan, quoi. C'est vrai que par rapport à Emmanuel, qui faisait partie de mon clan, et qui, elle, ne vivait que par moi, puisque elle était prête à mourir pour mon idéal, finalement, ce fait que nous faisions un front uni, ça aurait fait une petite divergence, puisque moi, je ne la prenais plus en compte dans mon propre monde, alors que elle ne vivait que, c'était un de ses traits qui faisait qu'elle était prête à mourir pour mon idéal. Donc, tu vois, c'était ça. Peut-être justement, lorsqu'on est tous ensemble, ce côté de pénitence peut amener des personnages qui font un front uni vers des petites dissociations qui pourraient être très intéressantes et peut-être plus intéressantes dans une coopération que dans une opposition. Donc là, on est clairement dans le character center du point de vue de l'intention. Simon, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, je me pose quand même la question par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc un jeu sans meneur, sans encadrant ou personnage joueur qui encadre qui guide les joueurs, on y serait aussi bien arrivé en fait. Je me demande si sans filet, on aurait réussi à continuer l'histoire et aboutir au climax. J'en suis convaincu. Très bien. Et la meilleure preuve de ça, Simon, c'est que moi, au début, le fait qu'il soit meneur, par exemple, personnellement, ça m'a fait chier, quoi. Je me suis dit, mais ta gueule, on est capable de le faire tout seul. Je me suis dit, Pika, là, ça, tu sers à rien. Surtout Romaric et Flavie, il y a des moments où je commençais à prendre la parole et j'étais obligé de vous couper. Dès le départ, vous étiez en train de proposer les choses, quoi. Moi, j'avais pas compris non plus qu'au début, on jouait. J'avais compris que c'était l'inverse, que t'allais nous faire du meneur après. Ouais, mais je t'ai recadré et quand ça a été au tour de Flavie, à nouveau, elle est repartie vers la narration partagée et j'ai dû la recadrer à nouveau. Ouais. On a l'habitude, c'est tout. En fait, voilà. Ouais. C'est peut-être une question d'habitude aussi. Ouais. Non, voilà, c'est tout pour moi. Je voulais juste signaler, Thomas, les 2 playtests que j'ai fait avant, j'avais des joueurs. J'ai une joueuse, c'est ma sœur, elle a fait du jeu de rôle que avec moi, donc elle a une expérience. Je pense qu'elle a une expérience réduite. Elle a beaucoup joué, mais avec un seul MJ, et je lui avais jamais fait faire de narration partagée. Parce que moi-même, en fait, j'en avais jamais fait. C'est en créant ce système que je me suis rendu compte que là, je pouvais pas jouer avec un MJ. Et l'autre playtester, c'était mon cousin, qui a une expérience de jeu de rôle qui remonte à loin. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, et ce qu'il jouait, c'était du HeroQuest, c'est-à-dire vraiment du jeu de plateau, donc avec aucun partage de narration. Et je trouve qu'ils ont été assez vite à l'aise avec le concept de narration partagée. Eh oui. C'est au contraire, plus on a de présupposés sur la narration partagée, plus c'est difficile de s'y mettre, alors que lorsque tu arrives sur une terre vierge, c'est beaucoup plus facile de cultiver la narration partagée. Ça, c'est vu et revu. Et moi, je vais passer très rapidement parce que j'ai déjà beaucoup parlé sur. Puis en gros, toutes les remarques que vous avez faites, en gros, quand je suis intervenu, c'est que. Mais par contre, je voudrais passer sur tes intentions. Alors, et puis après, Flavie conclura. Martyr, moi, je te l'ai dit ce que je pensais. Je trouve que le sacrifice est pas. Je sais pas. Je me sens pas. Je me suis pas senti martyr. Est-ce que tu aurais voulu que le système il t'incite davantage à sacrifier plus? Ouais, carrément. Mais après, bon, moi j'avais été parti dans l'optique gros salaud. Donc voilà. Mais en tout cas, martyr. Moi, là, je t'invite vraiment à jouer à Dogs in the Vineyard. Là, le côté martyr, moi, à Dogs, j'ai ressenti, mais à fond. Je pense que Faye t'en reparlera tout à l'heure, mais moi, vraiment, le côté martyr dans Dogs. Alors, je sais pas ce qui se passe dans Dogs et pourquoi. Si, je sais. C'est parce que c'est des valeurs judéo-chrétiennes. Il y a autre chose, mais je vais t'en parler après.
D'accord. Mais en tout cas, le côté martyr est à travailler, ça c'est clair. Donc sacrifice pour obtenir, à travailler. Le côté héros, moi je l'ai bien senti. Le côté héros. Après, le côté héros de paysan, la guerre des boutons, j'ai bien senti. Et le côté gros salaud, alors là, j'ai senti à fond. Le fait, déjà, t'introduis la dynamique de aider ou pas aider. C'est bon, tu les as, tes gros salauds. Parce qu'en fait, à partir du moment où t'as les gens qui t'aident et tout, et que t'en as un qui dit non, moi je t'aide pas. Ah, c'est bon, tu l'as, ton gros salaud. Donc ça, moi j'ai trouvé que globalement, j'ai pas trop de conseils à te donner pour augmenter ça. Je trouvais ça bien, Colline. Surtout avec le côté je pourrais t'aider, mais je ne vais pas t'aider. Voilà. Parce que si je t'aide, Gros ça veut salaud. dire que moi, je peux m'en reprendre plein sur la tronche après. Puisque ce qu'on a oublié d'énoncer, c'est que lorsque on a des personnes qui aident quelqu'un pour son jet de dés, si la personne rate son jet de dés, plutôt que de subir la conséquence du fait que ce soit un échec, elle peut le renvoyer sur une des personnes qui les a aidés. Là aussi, t'as le gros salaud. Tu m'as aidé, c'était sympa. Hein. Allez, prends-toi ça dans la gueule. Exactement. Donc donc du coup, c'est des deux côtés. C'est en fait, tu vas aider quelqu'un, mais t'as toujours le doute en te disant, est-ce que je vais pas me reprendre un retour de bâton d'avoir aidé quelqu'un et d'avoir voulu faire que la chose soit héroïque. Si finalement c'est raté, c'est sur ma tronche que ça va tomber. Ouais. C'était pas mal ça. Horreur épique, donc c'est bon, validé. J'ai pas trop d'idées pour augmenter le truc. Character Center, avec ce système de traits qu'on crée, qu'on empile là, les uns sur les autres, je trouve ça génial, ça marche à fond. On en a déjà parlé, donc ça c'est impeccable. Je pense que le cœur du système qui fait que c'est Character Centered, c'est que tu ne puisses pas créer de conflit qui n'implique aucun trait du personnage. C'est-à-dire aucun joueur en fait. Simplement. Attends, dans la plupart des jeux de rôle classiques, les joueurs parfois assistent à des conflits dans lesquels ils n'ont aucune bille. Genre le grand méchant qui massacre un autre grand méchant, et les joueurs ils sont là, ils attendent que la scène ait lieu, la scène épique ait lieu. Ouais, ou alors ils sont des fois ils peuvent être impliqués de façon artificielle. Je prends l'exemple, on est dans l'appel de Cthulhu, bon bah voilà, ton oncle il hérite d'une vieille baraque, tu dois aller l'explorer et puis s'il y a des monstres, essayer de les circonscrire. Généralement le lien, l'implication du personnage est plus qu'artificielle, quoi. Alors que là c'est le cœur du jeu, on peut pas faire autrement. Je laissais Colline parler, puis après j'aurais un dernier truc à rajouter sur le Character Center. Colline. Certains d'entre vous ont joué à Par-delà les montagnes hallucinées ? Non, pas du tout. Moi je suis le podcast actuellement, donc je vois un petit peu, mais c'est vrai que ça a l'air assez... C'est donc du Cthulhu et les personnages sont clairement... Enfin, c'est pas les héros. C'est pas centré sur les personnages. Ouais. Bon, après ils assistent à ce que font les deux héros. Voilà. Bon, voilà. Et mais en tout cas, là, à côté, c'est exactement ce que tu disais. Alors j'ai un exemple Thomas. assez frappant. J'ai discuté avec un MJ qui a beaucoup de bouteilles. J'ai discuté du concept alcoolique. J'ai discuté du concept centré sur le personnage. Et puis il me fait mais moi j'en fais, enfin moi je centre mes campagnes sur les personnages et tout. Et là je te donne un exemple. J'ai fait une campagne de vampire. Au début de la campagne, j'ai écrit l'organigramme avec tous mes PNJ et tout, toutes les relations entre eux. Et il finit sa phrase comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il a écrit l'organigramme de ses PNJ. Et en fait, il commence à jouer. Et les PJ ne sont pas dans l'organigramme. Ouais. Et grosso modo, du coup, ils ont que le choix de devenir des satellites, en fait, des PNJ. Bien sûr. Ils peuvent éventuellement s'intégrer dans l'organigramme, mais ça se fera de façon artificielle et en bordure de l'organigramme. Et moi, je voulais clairement un jeu où, en fait, les PJ, ils sont au centre de l'organigramme. Je sais pas si vous connaissez Smallville, ils en parlent dans Radio Rollist. Dans Smallville, tu commences, grosso modo, tu prends une feuille, t'écris les noms des PJ, tu commences à faire des flèches entre eux, puis après tu rajoutes les PNJ. De l'arbre relationnel, quoi. Ouais. Alors là, c'est pas très... Je voulais un arbre relationnel assez lâche, pas très compliqué, mais quand même clairement un arbre relationnel avec les PJ en plein milieu. Ouais, non, mais là, ça c'est réussi, Picard. Il y a rien à dire là-dessus. L'intention, elle est... Bon, t'as utilisé, faut pas se leurrer, tu t'es hissé sur les épaules de géants. T'as utilisé des techniques qui existent déjà dans d'autres jeux de rôle du même type. Voilà, tout à fait. Je pense avoir... j'ai assemblé des mécanismes... Tu savais bien ce que tu faisais. Ouais, tout à fait. Narrativiste. Alors, c'est sûr que c'était narrativiste parce que je me suis fait chier, donc c'est certain que c'était narrativiste. Frédéric dit que c'est un bon signe. Tu rigoles, mais Frédéric dit que c'est un bon signe. C'est-à-dire que si je ne m'éclate pas, étant donné que moi je suis un joueur qui arrive toujours avec une proposition créative simulationniste et que je ne supporte pas le ludisme,
si je ne m'éclate pas, c'est que c'est soit ludiste, soit narrativiste. Ouais. Or, le ludisme, j'arrive encore à l'encadrer un peu, mais le narrativiste, pas du tout. Et là, je m'emmerde. Bon, Ce bah, jeu, c'est cool alors. Ouais, donc c'est que t'as réussi. Donc ça, c'est sûr que c'est bon. Et la preuve, et Fred dit aussi qu'un des bons moyens de savoir si on est dans un jeu narrativiste ou pas, c'est que les joueurs autour de la table, c'est Fred et d'ailleurs, je dis parce qu'à chaque fois je dis Fred, mais c'est pas uniquement Fred, hein, c'est Christophe et toute la, mais c'est avec lui que je discute de ça. Alors du coup, voilà, c'est que les joueurs fassent des jugements moraux autour de la table. On n'a pas arrêté d'en faire. C'est-à-dire, oh quel salaud, oh lui il est trop bien, heureusement qu'il a réussi, ou au contraire, voilà. Donc là on est dans donc ça, intention réussie, pareil. One shot campagne, donc il y avait des interrogations tout à l'heure. Moi, en tout cas, je trouvais ça bien en one shot. Après, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps de faire. Et voilà. Donc, en gros, moi, je trouve que tu as réalisé, avec ton jeu, tu réalises déjà toutes tes intentions. Donc, pour moi, il est déjà quasiment publiable en l'état. Flavie ? Bon, alors moi, la première chose, c'est de constater que quand tu fais des jeux ou que tu as des propositions, c'est comme quand tu améliorais les jeux des livres de magasins, il est bien fait. Hein. Ton jeu, il marche presque tel quel en l'état. Donc moi, les trucs dont je vais te parler, c'est des trucs qui me semblent pouvoir être améliorés de par ce que tu veux faire. Moi, c'est sur la règle du duel, en fait, où j'ai un petit souci, mais c'est en général de la même façon, pas seulement dans le duel, en fait. C'est qu'en gros... Tu rappelles la règle du duel, peut-être ? La règle du duel, c'est quand t'es l'un en face de l'autre, et tu choisis dans ton coin les traits que tu vas utiliser pour ce duel, avec les dés. Ensuite, l'autre choisit. Ensuite, on voit si on fait pénitence, on voit si on peut rajouter des dés. Ensuite, on lance les dés et on voit qui a gagné, qui a perdu. Ça, je pense que si tu veux qu'il y ait du character center, faut que ça évolue. Pourquoi ? Parce qu'en gros, les traits que tu utilises lors de ces duels, t'en as rien à branler. Je pense que ça pourrait être plus intéressant. Le mec qui balance le duel en premier, qui dit « je te bats en duel », balance un trait. J'utilise ce trait-là et fais un peu de roleplay. En face, la personne dit « bah non, pour répondre à ton roleplay, je vais utiliser ce trait-là ». Et elle utilise ce trait-là pour lui répondre. Et ainsi de suite pour amener au fur et à mesure. En fait, quand la personne en duel doit impliquer un trait qui est en rapport avec le trait que tu as impliqué. Et du coup, au fur et à mesure, ça éviterait en plus d'utiliser des traits qui sont pas du tout, qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Ça rajouterait un petit peu de caractère center. Ça permettrait aussi de pouvoir rajouter des sentences où du coup tu crées de la relation avec la personne en face. Et ça permettrait aussi faire peut-être des pénitences à la volée pour pouvoir faire rentrer ces traits. Exactement. Du coup, mince, j'arrive pas à répondre. Et il a raison, il m'a fait changer d'avis, je me sens mal. Et ça permettrait tout simplement aussi des relations d'amour. Je veux dire, la personne, elle est amoureuse de un tel qui l'aime pas. Il essaye de l'embrasser, j'essaye de l'embrasser, j'utilise ma sentence, je suis fou amoureux d'elle. Non, je suis pas amoureux de toi, j'utilise mon trait pour le dire. Oui, mais je suis quelqu'un de persévérant, j'utilise cette sentence-là. Et au fur et à mesure, du coup, pourrait y avoir quelque chose qui se mettrait en place. Parce que l'horreur épique, l'épique aussi, il y a un truc qui fait que avant de voir le climax où tout le monde se fout sur la gueule, normalement, tu utilisais Achille tout à l'heure, il perd son cousin, il est triste, ou tu peux avoir une relation d'amour avec la nana qui du coup te donnera encore plus d'intérêt pour la bataille finale. Je pense que ça pourrait vraiment être un avantage pour toi parce que du coup, l'utilisation des sentences, là, je l'ai trouvé un peu artificielle. Et là, tu te rapproches vraiment de Dogs in the Vineyard pour le coup. De toute façon, je trouve qu'il y a beaucoup de rapports entre les deux. Est-ce que c'est une mauvaise chose de s'inspirer de certaines choses qui ont été faites ? Je pense pas, d'autant que ton système de jeu autrement s'en éloigne quand même. Alors j'ai assemblé des choses effectivement que j'ai entendu à droite à gauche. Parce qu'en Dogs, par exemple, j'ai jamais joué. J'ai juste entendu des rapports des parties sur Silent Drift ou sur la cellule, quoi. Mais bon, disons qu'après j'assemble des choses, mais de toute façon tout est ouvert. Puis en jouant avec cette méthode-là, le côté martyr, là tu le ressentirais parce que du coup tu utilises tes traits vraiment dans un contexte et le trait du coup, la sentence du coup gagnerait vraiment de l'importance et du coup le moment où tu vas faire baisser ton trait, par exemple, je suis amoureux de machin, ça va vraiment te faire chier quoi. Et là pour le coup, ça te fera mal. Et puis tu l'auras vécu, la pénitence, tu auras vécu le moment. La dimension sacrificielle sera beaucoup plus forte. Moi, c'était plus ça. Puis il y a pas forcément que dans les duels. Tu peux aussi le faire. Par exemple, il y a un monstre qui t'attaque dans la nature, parce qu'il n'y a pas que des conflits duels. Tu peux aussi, au fur et à mesure, amener des choses comme ça pour faire évoluer ce que tu vas raconter. Mais je trouve ça plus
plus concret dans les duels, pour l'expliquer. Moi, c'était surtout ça. J'ai trouvé que, alors moi, pour avoir joué à Milvaux avec toi, Milvaux, j'avais eu tellement les pétoches que là, j'ai moins ressenti l'horreur. Mais c'est aussi parce que comme on est des héros, du coup, c'est moins ça qui est important. Ah ouais. L'horreur, c'est un décor, quoi. Ouais. C'est un décor ou éventuellement un insert, mais contrairement à Milvaux version sombre, où là, on est dans l'horreur à fond, les personnages, c'est des victimes, c'est des merdes, ils peuvent mourir en un jet de dés. Mais du coup, je trouve ça super de voir un même univers. Dire, avec ce système-là, si tu décides que ton personnage ne mourra pas, il mourra pas, quoi. Tu peux je trouve ça super parce que on entend souvent parler des gens en disant non, mais l'important dans le jeu de rôle, c'est l'univers. Là, on voit bien avec Milvaux que avec 2 systèmes de jeux différents, t'as pas du tout la même chose en fait. Je pense que le système, si tu changes de système, ça te permet d'explorer l'univers différemment. Et tu vois d'ailleurs des MJ qui vont acheter un bouquin et ils vont carrément dégager l'univers, dégager le système pour prendre un système à eux. Alors je sais pas si c'est toujours une bonne idée, mais surtout que souvent il faut qu'ils comprennent bien quand ils font ça que ils vont explorer l'univers de façon complètement différente, quoi. Mais si l'univers est assez vaste, je pense qu'effectivement c'est possible, quoi. Et moi j'avais sinon un dernier truc, mais c'est un truc purement esthétique. C'est-à-dire que tu mets, tu vois, t'as 12 sentences possibles. On joue à Milvaux, c'est un univers avec de la forêt. Pourquoi tu ferais pas un arbre, mais un vrai arbre au bout duquel tu pourrais rajouter tes sentences et en dessous desquelles tu rajoutes ta sentence et en dessous quand tu as un pouvoir qui se débloque, tu peux mettre le pouvoir. Ouais, la feuille de perso que je vous ai donnée, c'était clairement un brouillon. Ouais. Très certainement que j'avais prévu de faire ça. Hein. D'autant que on a parlé d'arbre relationnel tout à l'heure, je trouverais ça très beau et ça permettrait de pourquoi pas ajouter au bout d'un un arbre nom, à 12 branches, quelque chose comme ça. Puis au bout de la branche où tu as mis le nom de quelqu'un avec qui tu as une relation, pourquoi ne pas recréer un embranchement, tu vois. Et tu vois, à réfléchir, mais je trouve que ce serait joli en fait c'est juste esthétique, hein, je l'avoue. Ouais, et puis après je pense que pour là actuellement la liste des phrases, ça s'enchaîne comme ça. Je vois ça un peu comme un rouleau entre guillemets, parce que quand t'arrives au bout de la feuille, l'idée c'est que tu prennes une autre feuille et que tu la colles avec du scotch tout bêtement. Après, s'il y a des joueurs qui le veulent, pourquoi pas prendre une feuille à 3 et effectivement écrire les phrases sous forme d'un arbre. Quand on barre une phrase, en fait, on fait pousser un bourgeon dessus. Et dernière chose, du coup, avec ce que je t'ai dit sur le fait de pouvoir mettre tes sentences au fur et à mesure dans l'enjeu, c'est là que du coup, ce sera intéressant. C'est pour rejoindre ce que je t'ai dit au début du jeu, mais après, tu fais ce que tu veux, de mettre une graduation sur les sentences, une graduation d'importance. Par exemple, tu vas pas commencer à mettre directement le truc le plus important. Il va peut-être falloir attendre pour pouvoir vraiment être sûr que ça te donnera un avantage et lancer des dés au fur et à mesure. Je sais pas, réfléchir sur si tu veux ou pas donner plus d'importance à certaines sentences qu'à d'autres. Je sais pas, mais je pense pour conclure, sauf si tu avais d'autres remarques. Par exemple, au début, j'ai réfléchi au système à les précédents playtests. Là, par exemple, dès qu'on a joué, si on avait 3 réussites, on changeait 3 phrases, et si on avait 3 échecs, on changeait 3 phrases, quoi, hein. Grosso modo, tout était cumulatif. À la base, j'avais prévu de graduer les conflits, c'est-à-dire qu'au début, on jouait avec des conflits, on peut changer qu'une phrase à la fois, ensuite on pouvait changer plusieurs phrases, et en fait, quand on était en climax, les conflits, les conflits pouvaient être, les phrases étaient changées, mais sur 2 grades en fait. Donc c'était changé de façon un peu plus violente. Et après, évidemment, je suis en phase de développement, donc tout peut changer, mais j'ai décidé finalement de supprimer ça parce que je voulais que le cœur du jeu soit simple. Et je pense que tel que je rédigerai au final, il y aura un système de base qui ressemblera pas mal à ce qu'on a fait en termes de complexité. Et il y aura pas mal de règles avancées. Je pense par exemple, il y aura ce que j'appelle des handicaps. J'avais une idée d'handicap pour faire simple, c'est on jette un dé au début de la partie, mettons qu'il fasse 3 nature. Et en fait, à chaque conflit, on rajoute ce 3 dans le pool de dés, c'est-à-dire pour forcer un petit peu le thème de la nature dans les. Et bon, qu'il pourrait y avoir plein de handicaps, par exemple avec des conflits gradués, dire si on joue une campagne, peut-être qu'au début on pourra changer qu'une sentence à la fois et qu'à la fin.
Mais clairement, l'idée, c'est de cantonner ça à des règles avancées, quitte à proposer un système simple et qui soit faillible. C'est-à-dire que si l'idée, c'est de proposer un système simple avec une intention forte. Le système sert à l'intention, mais c'est clair que si les joueurs décident de jouer contre l'intention, eh ben, ils y arriveront. Et quitte à proposer ensuite des règles avancées qui guident un peu plus les choses, mais qu'on payera en complexité, quoi. J'avais une dernière chose à dire. C'est pour moi, ton jeu, il est jouable en campagne à une condition. C'est que au début du jeu, je pense que les joueurs doivent avoir un objectif commun. Quelque chose qui puisse souder un peu le truc. Mais je me pose la question. Non. Bon, Rome n'est pas d'accord. Mais parce que je pense que c'est peut-être de l'ordre du contrat social. Et de toute façon, je proposerai dans les règles avancées, effectivement, des conditions de départ qui devront être choisies par les joueurs. Et donc, si on joue en campagne, il faut qu'effectivement, au début, là, on a fait une négociation très très rapide. Grosso modo, vous m'avez dit qu'on jouait en Allemagne, à la frontière de la Suisse. Je vous ai un petit peu briefé sur ce qu'il y avait au niveau de l'univers dans cet endroit-là, puis on est parti à l'aveuglette. Effectivement, si on joue en campagne, le système devrait proposer des pistes pour élaborer pour que les joueurs, dès le départ, élaborent une fiction, parce que c'est vrai que je pense, moi, de mémoire, les campagnes réussies, c'est celles où les joueurs avant, ils ont passé peut-être, sinon une soirée, au moins 1 heure ou 2, à réfléchir ensemble de quel type de fiction ils voulaient voir, et puis à poser ensemble en fait le métaplot. Alors c'est d'autant plus vrai quand on est centré sur les personnages. Il faut vraiment que les joueurs soient impliqués dans la rédaction d'un métaplot au départ, quoi. Le métaplot, c'est pas esthétique du tout, hein. C'est moche comme terme. Je sais pas où est-ce que t'as... Ouais, j'appellerais peut-être ça autrement, mais bon, c'est l'arc narratif, je sais pas moi. J'ai plein de blagues qui me viennent en tête, mais je le dirai pas. D'accord. Leur simple évocation suffit, je pense. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que c'est une version de garage qui ressemble finalement plus à un one-shot parce que ton jeu était déjà bien développé, hein, à mon avis. Ouais, je suis à peu près certain qu'il évoluera encore. Donc là, les idées que t'as donné Fly, là c'est du garage, on est passé au tuning carrément, c'est-à-dire que on rajoute des pièces. Mais à mon avis, c'est pas un détail ce qu'elle t'a dit. Ça va vraiment améliorer la qualité de ton jeu. En game design, je pense qu'il y a 2 écoles. Tu as l'école un peu Apocalypse World où en fait le bouquin il te fournit vraiment dans le détail tout ce qu'il te faut pour faire des parties qui soient dans le canon du jeu, qui respectent la vision de l'auteur à fond, quoi. Mais le prix à payer, c'est un jeu quand même vachement très proche d'un jeu de plateau, dans le sens où vraiment le MJ est très guidé, quoi. Le MJ ou les joueurs quand on est en narration partagée. Et je pense qu'il y a une autre école où tu essayes de définir très clairement ton intention, tu proposes un système simple qui éventuellement sera faillible, parce que si vous aviez décidé de pas jouer des héros, des salauds et des martyrs, je pense que là dans l'état actuel du système vous pouviez le faire, vous auriez pu aller contre le système, je pense, hein. Mais quitte à proposer à côté effectivement du tuning, dire pour les joueurs qui ont besoin de se sentir à l'aise, quoi. S'il y a des joueurs qui pensent qu'avoir un béquet ça permettra d'aller plus vite, il faut leur expliquer comment monter un béquet sur leur bagnole. Mais ceux qui estiment qu'avoir 4 roues, une carrosserie ça suffit, qui roulent comme ça, quoi. Après le métaplot, le tuning, c'est la folie des comparaisons moches. Colline, t'avais quelque chose à ajouter? Oui, juste parce que je t'avais dit que ça me faisait penser à quelque chose, une référence avant la partie. Donc, Colline parle à Pika, hein? Oui, tout à fait. Faut oublier de dire parce que pour les auditeurs... Thomas, n'est-ce pas? Thomas, tout à fait. moi, le monde de ton jeu, donc Romaric nous en a parlé un petit peu hier, mais finalement on connaissait pas du tout, donc on est arrivé là-dedans avec un regard très neuf, et ça m'a fait penser un petit peu à un bouquin que j'ai lu il y a très très longtemps, et qui s'appelle Darwinia. Et c'est... Alors, je connais pas. Et alors, le concept du bouquin, si je me rappelle assez bien, il y avait des passages très spéciaux, c'était... Moi, je te conseille de le lire si tu veux un petit peu. Et en fait, le concept, c'est que la végétation a pris une partie de l'Europe complètement. Et que les humains ne peuvent plus vivre dans cette végétation. Il reste plus qu'une partie de l'Angleterre, grosso modo, qui a réussi à survivre. Et les humains en ont carrément peur. Ouais, donc du coup,
peut-être que je pense que c'est peut-être aussi un petit peu plus du côté horrifique, etc. Mais moi, je trouve que ça m'a fait penser à ça. Donc voilà. Quand on lit Milvaux, il y a aussi le côté nucléaire qui apparaît à un moment ou un autre et qui est très rigolo aussi à pouvoir intégrer. Maintenant, je dis ça, c'est pour vos futures parties, pensez-y. Après, il y a beaucoup d'aspects. Hein. L'idée, c'est que là, le Milvaux, le livre qui permet de jouer à Milvaux avec Sombre va sortir d'ici un mois ou deux. Et après, je vais sortir beaucoup de livres qui vont être essentiellement du contexte, notamment l'Atlas de Milvaux. C'est pour ça que je vous ai demandé dans quel pays d'Europe vous vouliez jouer. En fait, grosso modo, j'ai joué comme si moi j'avais lu l'Atlas et que je mettais en application dans la partie. Et donc l'idée, c'est que il y aura beaucoup de suppléments qui vont venir un petit peu enrichir l'univers, quoi, par petites touches. Yes. Merci Pika, nous avoir présenté ton jeu. C'est moi qui vous remercie du fond du cœur. Ouais, mais à part les conseils de Fly, finalement, nous on a fait que confirmer tes intentions et pour l'instant ton système va dans le bon sens. Donc voilà, hein, c'était moins un garage que voilà. Je pense que tu peux. Oh non, je pense qu'on va encore froisser un peu de tôle là. Ouais. Allez, on vous souhaite encore une bonne année. Cette année 2013 soit propice à vos projets, comme notre ami Pika. Merci Pika pour ce podcast. À bientôt. Salut. Au revoir.